je voudrais qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet, en vous demandant, et je vais vous poser la question à vous, Francis Jubert, dans quelle disposition d'esprit, dans quel contexte, dans quelle situation se trouve-t-on derrière les demandes d'euthanasie? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un finalement à demander une euthanasie? On rentre directement dans le vif du sujet. Alors, j'aurais pu vous parler de Norbert Coulanges, qui était ce malade de Charcot qui est décédé il y a 3 ans, qui a été suivi par un certain nombre d'étudiants externes de l'ANEC et qui se sont dévoués à son chevet pendant des années pour faire en sorte qu'il puisse vivre aussi bien que possible. Et ça a duré pendant 10 ans. Donc c'est quand même assez rare, c'est une performance. C'était un homme lumineux. Et il est parti entouré de tous ses étudiants en médecine qui ont fait un travail absolument formidable que je tiens à saluer. Je tiens à saluer le rôle des médecins qui l'ont accompagné et de sa famille. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une autre personne. Et ça me touche tout particulièrement. Je n'ai pas encore fait de groupe de parole pour finalement laisser déborder mon émotivité sur ce sujet-là. Donc cette personne s'appelle Gérald. Gérald est comme Norbert, il était atteint d'une maladie de Charcot. Une maladie dégénérative, grave. Il était emprisonné dans son corps. Ça fait 3 ans qu'on l'assistait à domicile. Il avait refusé d'être trachéotomisé. Il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il a refusé de bénéficier du réseau SLA, ce qu'il aurait pu faire. Mais être suivi par le réseau SLA, ça voulait dire passer à l'hôpital. Quand vous avez un cough assist, quand vous commencez à avoir des problèmes d'encombrement, il faut vous poser un appareil qui suppose effectivement vous passiez à l'hôpital. Même ça, il n'en voulait pas. Donc il avait une ventilation non invasive à domicile. Et il a été accompagné pendant 3 ans par une équipe d'HAD. C'est l'hôpital Hors-les-Murs. Il faut voir que la société est quand même très organisée. On a une chance formidable en France. L'hôpital Hors-les-Murs, c'est la HAD. Vous avez des infirmières qui viennent à domicile. Vous avez des médecins qui se déplacent pour faire régulièrement l'évaluation, la réévaluation de ce malade. Il a bénéficié de ça pendant des années. Alors par contre, je vais vous dire la réalité. Parce qu'effectivement, là, on assure le niveau de sécurité médicale qu'on est tous en droit d'attendre et qu'on souhaite. Parce que si à domicile, on ne peut pas bénéficier de ce niveau de sécurité médicale, au secours, je vais à l'hôpital, je vais ailleurs, mais surtout, j'ai besoin d'avoir l'assurance qu'on ne me laissera pas tomber au moment où ça devient difficile. Le problème, c'est qu'il avait, comme le font maintenant, c'est le droit des citoyens, c'est la démocratie sanitaire, on peut déclarer ses intentions. Et qu'est-ce qu'il avait déclaré? Écoutez, c'est très simple, pas de trachéo. Et puis le jour où je perdrai ma voix, eh bien, je demanderai, puisque c'est la loi Claes-Leonetti, à bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Top. Ça, c'est très bien quand on fait de la philosophie. Je ne me situe pas du tout en tant que philosophe clinicien, mais vraiment en tant que praticien. Et en tant que praticien, je peux vous dire que c'est très simple dans le principe. Pratiquement au fur et à mesure qu'on s'est rapproché du moment où son diaphragme commençait à être de plus en plus encombré, les muscles étaient de moins en moins mobiles, et cet homme parlait de moins en moins. Et je voyais arriver le moment où les équipes qui étaient présentes à son côté allaient avoir à faire face à un risque d'asphyxie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Les médecins ne sont pas toujours là, les infirmières viennent le matin. On lui avait, au bout, comme on voyait que ça devenait compliqué, qu'il avait des crises d'angoisse, qu'est-ce qu'on faisait pendant la nuit? Il bénéficiait d'une sédation intermittente. Donc, on passe de la veille au sommeil, et il avait un très bon sommeil. Il se réveillait le matin, la vie commençait, c'est-à-dire la vie relationnelle. Quand on commence à voir la voix qui s'éteint, il nous a appelés, il me dit « Francis, j'aimerais qu'on ait une discussion de fond ». Et cette discussion de fond, je l'ai eue plusieurs fois, ces 6 derniers mois. Francis, je voudrais qu'on me fasse partir, parce que c'est plus possible. Il avait une seule fille,
Il avait divorcé 2 fois. C'est la vie d'aujourd'hui. Moyennant quoi, il était seul. Sa fille ne venait jamais parce que c'est très difficile de vivre des situations pareilles. Qu'est-ce qui prenait le relais de la fille? La société civile. C'est-à-dire nous. C'est vous. On se retrouve tout seul en face de très grands malades. Le médecin de l'inguérissable, les palliatologues, ils sont très peu nombreux. Ils viennent quand ils peuvent, mais ils viennent. On n'est jamais seul. Mais finalement, ceux qui assurent le relais, qui assurent la permanence des soins, la permanence de la présence, c'est vous et moi. C'est ceux qui sont quand même été formés aux soins palliatifs. Mais à un moment, on se retrouve confronté à cette demande d'euthanasie. Alors, on vous dit, en fait, sur tous les malades qu'on suit, j'en ai suivi pas mal depuis 3 ans, c'était la seule vraie demande que j'ai eue. Mais je l'ai eue. Et pas une seule fois, elle était réitérée. Ce n'était pas des souffrances réfractaires dont souffrait cet homme. Bon, quand j'ai parlé au CESE, dans la table ronde sur souffrance réfractaire et douleur réfractaire, je n'étais pas dans ce cas-là. Il avait peur de mourir asphyxié. Il avait peur de mourir seul. Donc pour nous, la vraie sédation qu'on lui a donnée, au-delà des sédations intermittentes, c'était une sédation naturelle. C'est la garantie qu'on ne le laisserait pas tomber, qu'on serait présent jusqu'au bout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, après une demande, 2 demandes, j'étais de plus en plus embêté. Je me disais, ça y est, il va finir par... Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire diminuer le niveau d'angoisse? Je demande à son médecin traitant, qui est un jeune médecin d'une 40aine d'années, un des rares médecins palliatologues formés et qui fait un travail absolument merveilleux. Je dis, écoute, l'ami, il faudrait qu'on aille voir ce Démé Gérald, on ne peut pas le laisser comme ça. Il m'avait demandé en plus de réécrire dans sa fiche Pallia, je demande maintenant que ma voix est en train de disparaître. Je sais qu'à un moment, ma glotte va être aussi paralysée. Donc, ça va devenir quelque chose. Venez, je vous supplie de me faire partir. C'est-à-dire de me sédater de manière profonde et continue. Avec le médecin, on a passé 1h30 avec lui. J'ai l'impression d'y être, c'était il y a 2 mois. Je vous partage ça parce que c'est très important, parce que c'est comme ça que ça se passe. De fait, on parle de la... On veut pas, je veux partir, je veux pas partir. Si on lui explique ce qui allait se passer, ce qui pouvait se passer, je lui dis, écoute, de fait, on ne te laissera pas tomber, il y a tout ici pour mettre en place cette sédation profonde et continue. L'HAD est là, il y a les méros d'urgence palliatifs, Palliadom peut se déplacer, hein, les commandos de soins palliatifs qui sont des équipes assez géniales, hein, qui se déplacent, c'est le 15 de l'urgence palliative. Donc on a plein d'outils à notre disposition. Donc on ne te laissera pas tomber. Mais, continue, il n'était pas convaincu. On revient vers lui et puis il nous dit, de toute façon, je pense que tu mourras si elle souffre d'autre chose, d'une infection. Tu mourras peut-être dans ton sommeil. Tu ne mourras certainement pas de ta maladie. Pas certainement pas. Il est probable que tu éviteras finalement ce que tu crains le plus. Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Lundi dernier, il s'est passé ce qu'on lui avait dit. Il avait accepté finalement je ne dis pas renoncer à tout jamais à ce qu'on lui demande, à ce qu'on lui pose une sédation profonde et continue, qui aurait supposé qu'il y ait une concertation entre les médecins, son médecin traitant, le médecin de HAD, pour effectivement qu'on mette ça en place. Mais perdre sa voix, écoutez bien ça, perdre sa voix, ce n'est pas une fin de vie. Si on respecte la loi, et on se doit de respecter la loi, c'est effectivement, même s'il arrivait, ça faisait 5 ans qu'il avait été atteint de cette maladie-là, même si ça devenait terrible et que je voyais cet homme désespéré, parce qu'il se dit, j'en arrive là, je ne peux plus parler, eh bien à ce moment-là, il n'était pas dans les bons critères pour partir. Ce qu'on lui avait dit, c'est aussi que la sédation profonde et continue, ça je parle pour ceux qui font un peu de neurosciences, quand vous êtes sédaté complètement, c'est un coma profond, vous ne pouvez plus revenir de votre sommeil. Si vous avez eu des idées noires, ce qu'il avait, ces idées noires, et c'est ce que j'ai redit au CESE, ces idées noires, vous continuez à les avoir. Donc il faut tout éviter pour que les personnes aient des sédations profondes, sauf quand c'est vraiment les toutes dernières heures, les tout derniers jours. Je parle ça sous contrôle du médecin qui est là.
Mais je pense que c'est très important d'éviter cela. Et je pense qu'il avait intégré dans son esprit que c'était un service que nous lui rendions, que de ne pas le plonger dans cette sédation, de ne pas accéder à cette demande, non seulement parce qu'il ne répondait pas à tous les critères, parce que ce n'est pas la toute fin de vie. Il s'en approchait. Alors je veux dire, le mourir, c'est un processus qui prend du temps. Nous, on pensait qu'il partirait au bout d'un an. Ça a duré 2 ans de plus. À telle enseigne que vous avez parlé à l'instant, mais je crois que c'était dans la table ronde précédente, de la dimension sociale qui est la nôtre. Figurez-vous que les dispositifs, ce qu'on appelle le fonds FNAS, le fonds, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on donne effectivement pour que les personnes puissent disposer des moyens financiers en fin de vie, il a été longtemps ce fonds, fin de vie, il était de 6 mois, il était d'1 an. Puis on a dit, finalement, 1 an c'est trop, ça coûte trop cher. Donc on est passé d'1 an à 6 mois. Au bout de 6 mois, c'était un des éléments d'angoisse de mon brave Gérald. Il a fallu, j'ai d'abord obtenu qu'il soit renouvelé une fois, puis après on a dit c'est terminé, le département, plus question qu'on vous donne, qu'on aide cet homme. C'est pas possible, il n'y a qu'à aller voir le Révo SLA qui passe à l'hôpital et qui nous fiche la paix. Il a fallu que je voie le président du département de son lieu de résidence pour lui dire c'est pas possible que la société laisse tomber un homme comme cela. J'en fais mon affaire, nous sommes là auprès de lui, mais votre devoir, c'est notre devoir en tant que citoyen, vous devez faire quelque chose. Et le président du département a donné son accord. Donc le pôle de solidarité du département a pris le relais, comprenant que la situation est exceptionnelle. Cette question d'angoisse a été mise à part, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mort lundi dernier, dans son sommeil, c'est-à-dire pendant qu'il bénéficiait d'une sédation intermittente. Le médecin qui est venu constater son décès a constaté effectivement qu'il était mort de manière apaisée. Je peux vous dire que ça démontre une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de faire évoluer la loi Claes-Leonetti. Nous avons tous les moyens à notre disposition, à condition de payer notre personne et que tous les acteurs de la chaîne médicale, médico-sociale veuillent bien s'impliquer. On peut et on doit aujourd'hui se battre pour rester dans les limites. C'est le modèle français des soins palliatifs qui est absolument extraordinaire. Alors, c'est peut-être un peu trop de dire que c'est un trésor national, mais je pense qu'à la limite, je ne suis pas loin de le penser. C'est assez extraordinaire que d'avoir à notre disposition cet outil-là. Et quand on voit que ces cas, à la limite, même Agnès Buzyn, c'est là où on se demande pourquoi est-ce que c'est d'ailleurs sur les malades de Charcot, il parle tout le temps des malades de Charcot. Vous savez, ces gens-là ne peuvent pas se suicider, évidemment, ils sont paralysés. Nous sommes leurs mains, nous sommes leurs pensées, on fait tout à leur place. Agnès Buzyn a dit, mais finalement, je me dis que finalement, les soins palliatifs, c'est pas mal, l'euthanasie, c'est limite, mais il faut au moins qu'on puisse dépéniser l'euthanasie, la faire évoluer, pour permettre à ces malades-là, finalement, de passer de vie à trépas plus rapidement parce que leur vie est épouvantable. Je vous ai démontré le contraire. Leur vie, effectivement, est terrible, mais en même temps, ils passent leur temps, ils sont très ambivalents, ils passent des ténèbres à la lumière, et ils seront d'autant plus dans la lumière qu'ils sont accompagnés.